Bonjour tout le monde. Dans cette présentation de cette vidéo, lors de cette vidéo, je vais présenter la solution analytique pour les écoulements unidirectionnels, c'est-à-dire qui se fait dans une seule direction. Bien que nous avons vu ces cas-là en deuxième année, en troisième année, lors du module mécanique des fluides 2, mais puisqu'elle fait partie du programme, donc je vais la présenter. Alors je vais la présenter rapidement sur cette vidéo-là. En premier lieu, j'aimerais bien faire un petit rappel en ce qui concerne la différence entre un fluide parfait et un fluide réel. Pour un fluide parfait, dans un fluide parfait, l'écoulement se fait sans frottement, c'est-à-dire la viscosité, elle est très négligeable et on peut la considérer comme étant nulle. Par conséquent, il n'y a pas de variation ou pas de chute de pression pendant l'écoulement. Aussi, la deuxième différence, c'est qu'il n'y a pas d'adhérence du fluide à la paroi, c'est-à-dire la vitesse est constante le long d'une section, de toute section transversale à l'écoulement. Je vais mettre un petit schéma, c'est-à-dire si nous avons une conduite à section constante, si je prends l'écoulement se fait dans cette direction-là, alors la vitesse dans ce point-là ou au milieu, elle est la même. Donc on peut représenter, je m'excuse un peu pour, voilà, les épures ou le diagramme de vitesse. La vitesse est constante le long de toute section transversale à l'écoulement. Cependant, pour un écoulement d'un fluide réel, nous avons une adhérence du fluide ou des particules du fluide qui se trouvent à la paroi. Ensuite, la vitesse augmente progressivement pour atteindre son maximum au milieu. Et puis, elle redescend. Voilà, le profil de vitesse, il est en quelque sorte parabolique. Si vous avez un débit, ça c'est pour un fluide réel. Par contre, pour un fluide parfait, la vitesse est constante. C'est-à-dire que la vitesse ici, à la paroi, elle a une vitesse de l'écoulement. Cependant, pour un fluide réel, la vitesse à la paroi égale à la vitesse de la paroi. Si la paroi est immobile, donc comme dans ce cas-là, alors la vitesse est nulle. D'accord, pour un fluide réel, l'écoulement se fait avec frottement et par conséquent, la viscosité est toujours positive avec une chute de pression. C'est-à-dire, si je prends la pression ici, si j'ai ici P1, un peu plus tard, un peu plus loin, en une autre section Pi2, ce sera inférieur, P2, ce sera inférieur à P1 si la section, bien sûr, sur S1 est égale à S2. La section en 1, dans le cas où la section S1 est égale à S2, et aussi, il n'y a pas de pompe entre les points 1 et 2. S'il y aura une pompe, si on ajoute ici une pompe, certainement, elle va compenser et voire même augmenter la pression Pi2. Alors, l'écoulement des fluides réels est régi principalement par les équations de mouvement obtenues par Navier et par la suite complétées par Stokes. Alors, nous présentons ici, je vais présenter ici ces équations en coordonnées cartésiennes, en plus de l'équation de continuité dans le cas général.
c'est-à-dire l'équation de continuité qui s'écrit la variation de ρ partielle par rapport au temps est égale à moins divergence de ρv. Si ρ est constante, ρ elle sort, et par conséquent dρ sur dt est égal à 0, et nous aurons divergence de v, du vecteur vitesse, est égal à 0. Pour l'équation de quantité de mouvement, c'est une équation vectorielle. On va la projeter suivant les trois axes, x, y et z. On aura ces équations-là. En plus, on souligne ici que les forces de volume se résument uniquement aux forces ou bien au poids. On a Gx, Gy et Jz. Uniquement le poids. Parce que dans le cas général, il peut y avoir ici une force supplémentaire telle que la présence d'un champ magnétique si le fluide interagit avec, ou dans le cas où le fluide se trouve dans une accélération autre que celle de la pesanteur. Par exemple, c'est dans le cas d'un réservoir muni d'une accélération. Par exemple, un réservoir cylindrique avec, si je prends ceci, et ce réservoir tourne avec une vitesse angulaire oméga. Donc nous avons deux accélérations. La première accélération qui est due à la pesanteur, et la deuxième accélération, c'est l'accélération tangentielle à cause de la rotation. Comme application, juste ici une petite remarque, que la résolution, puisque la résolution des équations de Navier-Stokes, dans le cas général je parle, c'est-à-dire dans le cas où la vitesse suivant x, y, z ne peuvent pas être négligées, c'est-à-dire de 3 dimensions, avec dépendance en fonction du temps, il est très difficile de résoudre ces équations-là. C'est pour cela la résolution ou leur résolution figure parmi les 7 problèmes du millénaire, c'est-à-dire de l'an 2000 jusqu'à 3000. Elles sont inscrites dans les 7 problèmes de millénaire, et un prix d'1 million de dollars est réservé à celui qui trouve, qui sera le premier à trouver la solution. Bon, elle attend toujours, et juste pour, comme anecdote en quelque sorte, parmi les 7 problèmes, j'ai dit figure le sixième problème, qui est les équations de Navier-Stokes. Il y a un problème qui a été résolu, un seul problème parmi les 7, qui est, je crois, le 4e, c'est la conjoncture de Poincaré, Henri Poincaré. Et ce problème-là a été résolu par un certain russe, Grigory Perelman. Et malheureusement, il a refusé de recevoir le prix d'1 million de dollars, et il se satisfait de résider dans un petit F2 avec sa mère en Russie, bien qu'il a refusé d'autres prix, tels que la médaille Fields. Il y a une autre médaille, je ne me rappelle pas, un autre prix. Peut-être dans le futur, un parmi vous aura la possibilité de gagner ce prix-là. Alors, pour ces écoulements, revenons à nos écoulements unidirectionnels et prenons le premier cas. En définissant, c'est quoi un écoulement unidirectionnel? Un écoulement unidirectionnel, c'est un écoulement dont les lignes de courant sont des droites parallèles à la direction de l'écoulement, quel que soit t, quel que soit le temps. Exemple, alors U est égal UVW, elle se résume uniquement à la vitesse U. Et par conséquent, l'équation de continuité, puisque V est égal à 0, W est égal à 0, on aura du sur dx est égal à 0, puisque la somme des 3 dérivées est égale à 0. Ça entraîne que U est constante, et par conséquent, sa dérivée est nulle.
Alors les équations de Navier-Stokes se réduisent dans ce cas-là, puisque nous avons dit que les hypothèses sont, en premier lieu, nous avons UV est égal à 0, de plus DU sur DX égale à 0. L'équation suivant X se résume uniquement DU sur DT plus mu, c'est-à-dire le terme convectif est nul, les trois termes, est égal donc à mu, la viscosité cinématique, que multiplie D de U sur DY2 plus DU sur DZ2 égale moins 1 sur ρ dP sur dx. Et suivant Y, puisque suivant Y et suivant Z, dP sur dy est égal à 0 et dP sur dz est égal à moins ρg si nous prenons le cas où Z est suivant l'axe Z suivant la direction opposée au sens de la gravitation. Alors à partir de la deuxième équation, cela veut dire que P est une fonction de x, z et t. D'accord ? P en fonction de x, z et t. À partir de la troisième équation, P est fonction de z et de xt est égal à moins ρg plus px, d'où dp sur dx égale à p' est égal à dp sur dx. C'est-à-dire à partir de cette équation, dp sur dz est égal à moins ρg. Et par conséquent, P est égal à l'intégrale de ρg dz, qui donne ρg z, plus une constante d'intégration. Écoulement entre deux plans parallèles ou deux plaques parallèles avec une plaque mobile. Deuxième cas, écoulement avec plaque mobile. Nous prenons le cas où la plaque supérieure qui est animée d'une vitesse UP. U indice P, c'est la vitesse de la plaque. Alors pour conditions aux limites, on les présente juste ici. Vous avez un écoulement entre deux plans ou entre deux parois planes, puisque les parois sont immobiles. Par conséquent, à cause de la viscosité, la vitesse pour y égale à 0 est égale à 0. Et la vitesse pour y est égale à h est égale à la vitesse de la paroi qui est UP. Alors l'équation de continuité donne du sur dx plus dv sur dy est égale à 0. L'équation de quantité de mouvement suivant x donne donc moins dp sur dx plus mu d2u sur dy2. Les autres termes seront nuls. Et par conséquent, avec les conditions aux limites que j'ai déjà expliquées sur la figure, ça donne, l'intégration de cette équation donne que u est égal à 2, parce que c'est une équation de deuxième degré, donne u est égal à 1 sur mu dp sur dx y au carré sur 2 plus 1y plus c2. Nous avons déjà détaillé comment on peut obtenir cette équation. Avec les conditions aux limites implique que c2 est égal à 0 et c1 est égal up sur d moins 1 sur mu dp sur dx fois d sur 2. On remplace, on aura mu est égal à moins dp sur dx fois y fois d moins y sur 2 mu plus up fois y sur d. En fonction, par la suite, on peut obtenir la vitesse maximale, parce que c'est l'expression, on remarque que la vitesse varie en fonction de y, si on prend up et dp sur dx constante. On peut trouver la vitesse maximale on égalise la dérivée de la vitesse est égale à 0 et on tire la valeur de y qui annule cette vitesse, et par la suite, qui annule la dérivée, et par la suite on remplace dans par cette valeur dans y pour trouver la vitesse maximale qui est moins dp sur dx d2 sur 8 mu. On rappelle ici que dp sur dx est négatif, par conséquent moins dp sur dx est positif.
en général si on a une chute de pression. Alors voici les 4 situations qu'on peut avoir. Dans le cas où dp sur dx égale à 0, nous avons dp sur dx égale à 0, ce terme-là va être nul. Ce terme-là va être nul. On retrouve ceci. Donc ceci est égal à 0. On trouve ceci, c'est-à-dire u est égal up y sur d. C'est une variation linéaire en fonction de y. Dans le cas où dp sur dx est positif, voici le profil. Si dp sur dx est négatif, voici ce profil. Et enfin, dans le cas où la plaque supérieure a une vitesse nulle, on retrouve l'écoulement de Poiseuille. L'écoulement connu sous le nom écoulement de Poiseuille. Comment peut-on avoir un dp sur dx positif? Dans le cas où on installe un autre organe qui permet de créer une pression supplémentaire et il peut compenser les chutes de pression. Par contre, ces deux cas-là, ce cas-là et celui-ci, correspondent au cas où l'écoulement se fait avec frottement uniquement, c'est-à-dire nous avons une chute de pression. On peut obtenir le débit volumique, puisque la vitesse est variable. Le débit volumique, ce sera l'intégrale de 0 à d de u de y dy. Ici, on a l'intégrale de vds, et ds est égal à dy. D'accord, u dy, d'accord, en général, q est égal à l'intégrale de v ds. L'intégrale de vds. Alors, puisqu'on a une seule vitesse, ce sera u ds. L'angle, c'est 0. Donc, l'angle, c'est 0, c'est-à-dire v par s par cosinus l'angle 0 qui donne 1. Et ds, dans ce cas-là, dans le cas d'un écoulement entre deux plans, ds est égal à 1 fois dy, 1 fois dy, qui est égal à dy. Le débit, ce sera, calcul, on remplace y par son expression précédente, on obtient cette valeur pour le débit, la quantité, avec le débit, c'est la quantité de fluide qui passe par unité de temps. On peut déduire la vitesse moyenne, ou appelée aussi vitesse débutante. On divise ce débit-là par la section qui est égale dans ce cas-là y. La section, tout simplement, est égale à diamètre, est égale à d. On divise, on aura est égal à 2 tiers Umax, avec Umax l'expression que nous avons vue dans la page précédente. La chute de pression par unité de longueur, ça sera delta P sur L, est égal à P final moins P initial, qui ça sera, ou P initial moins P final, il sera moins dP sur dx, qui est égal à 12 mu U sur d au carré. Alors le profil de vitesse, cette figure résume les 4 cas que nous avons vus tout à l'heure. Premièrement, pour dP sur dx positif, dP sur dx égale à 0, et enfin dP sur dx négatif. Troisième cas, c'est un écoulement unidirectionnel incompressible installé dans une conduite horizontale de rayon R, dans une conduite circulaire de rayon R, avec le fluide non pesant, c'est-à-dire on ne tient pas compte du poids du fluide. Quand on ne tient pas compte du poids du fluide, soit la conduite est de section de faible diamètre, ou bien le fluide est très léger, de telle sorte qu'on peut négliger le poids suivant. On peut négliger la variation de la pression à cause de la gravitation, du sens de la gravitation. Alors les coordonnées, les équations de mouvement de Navier-Stokes en coordonnées cylindriques,
nous avons suivant la direction R, suivant la direction θ et suivant la direction Z. Nous avons déjà vu ces équations, en plus de l'équation de continuité en coordonnées cylindriques, dans le cas général. Ici, certaines hypothèses sont indispensables pour permettre une résolution facile des équations, car comme je l'ai dit, la résolution de ces équations à l'état qu'on voit ici, elle est impossible, et il faut trouver un moyen, il faut trouver des hypothèses pour négliger certains termes. Aussi, j'attire ici votre attention, c'est qu'on ne prend pas la partie, ce qu'on appelle la longueur d'entrée, on prend uniquement la partie située après l'entrée, c'est-à-dire dans la section avec écoulement entièrement établi. Car à l'entrée, la vitesse est quasiment constante. Ensuite, l'effet de la paroi entraîne une diminution de la vitesse proche de la paroi et augmente au milieu. Après un certain temps, le profil devient identique, c'est-à-dire si je compare ce profil-là avec ce profil, je trouve qu'il y a une différence. Parce que la vitesse à la paroi diminue et au milieu augmente. Après une certaine distance, on remarque que le profil ne change pas. Quelle que soit la distance parcourue par la suite, le profil reste ou garde cette forme parabolique. Cette région-là, ou cette zone, on l'appelle la zone établie, ou la zone correspond à l'écoulement établi. Alors, les hypothèses que nous avons émises pour permettre la résolution sont en peu milieu. VR est égal à Vθ, je vais l'écrire ici, hypothèse. VR, il n'y a pas de vitesse radiale, non plus pas de vitesse tangentielle, sont nuls. Ça, c'est la première. Ensuite, pas de dérivée par rapport à Z. Toutes les dérivées par rapport à l'axe Z, la dérivée de Vz par rapport de VR par rapport à Z est égale à 0. La vitesse de Vz, la seule qui n'est pas nulle, c'est dP sur dz. Parce qu'il y a une chute de pression suivant l'axe Z. Aussi, d sur dθ, toutes les dérivées par rapport à θ sont nulles, car nous avons un problème axisymétrique, c'est-à-dire une symétrie par rapport à l'axe, qui signifie physiquement que, je peux ajouter juste un petit dessin ici, si nous avons une conduite circulaire, alors la partie fluide qui se trouve ici ne va pas vers la partie inférieure. Et aussi, celle-ci ne va pas. On n'a pas ce schéma-là. C'est-à-dire que la partie du fluide qui est ici reste dans ce sens. Et celle qui est ici reste dans cette direction. Nous avons une symétrie par rapport à l'axe. Par conséquent, l'équation obtenue, ce sera son intégration donne U est égal à 1 sur mu, dP sur dx, R au carré sur 4, plus C1 log de R, plus C2. Pour trouver C1 et C2, nous faisons appel aux conditions aux limites. La première condition, c'est que pour R est égal à R, c'est-à-dire la variable, le rayon, est égal à la valeur du rayon, c'est-à-dire à la paroi. Dans ce cas-là, la vitesse est nulle, parce que nous avons dit que l'écoulement est visqueux et réel. Deuxième condition, pour R est égal à 0, la vitesse doit être finie, c'est-à-dire cette fonction-là doit être définie. Car on remarque que pour R est égal à 0, le C1,
log de R, le log de R il n'est pas défini, tend vers moins l'infini. Par conséquent, il faut mettre le C1 à 0, sinon on n'aura plus de vitesse. Et par conséquent, à partir de ces deux conditions, on trouve que U est égal moins R au carré sur 4 mu dp sur dx facteur de 1 moins R sur R au carré. On calcule aussi la vitesse maximale qui est au milieu. On remplace R par 0, on aura la vitesse maximale. On remarque qu'elle est négative, c'est-à-dire nous avons un signe négatif car dp sur dx est négatif. Donc moins par moins, ça donne une valeur positive qui est égale à 2 fois la vitesse débutante ou la vitesse moyenne. 2 fois la vitesse moyenne. On peut aussi déterminer la distribution des contraintes parce que vous avez un écoulement d'un fluide réel, c'est des frottements. Il y a des frottements qui sont appliqués sur la paroi qui est égal à mu dE sur dy qui est égal à R sur 2. En dérivant cette expression-là, on aura R sur 2 dp sur dx. Et de la même manière, le débit volumique, ici toujours V par ds, ici ds est égal à 2πr, 2πr dr. ds est égal à 2πr dr. On intègre, on aura le débit est égal, le débit volumique, c'est moins πr puissance 4 sur 8 mu dp sur dx. Alors, c'est enfin pour la chute de pression, ce qu'on appelle communément perte de charge, on peut calculer la perte de charge qui est delta P sur ρg. On remplace dans l'expression précédente, on aura delta P qui est égal à 32 sur mu, 32 mu, U, la vitesse U sur ρg d au carré. Avec la vitesse, c'est la vitesse moyenne ou la vitesse débitante, qui est égale, on introduit le nombre de Reynolds par la suite, avec le Reynolds est égal à la viscosité cinématique fois le diamètre, est égal à la vitesse fois le diamètre divisé par la viscosité cinématique. On aura 64 sur Reynolds, car cette expression c'est le Reynolds, UD sur mu. UD sur mu. Avec U sur la vitesse moyenne. U, vitesse moyenne. Ou vitesse débitante. C'est-à-dire est égal à au débit divisé par la section qui est PR au carré. Ça donne 64 sur Reynolds, delta L sur D, c'est-à-dire la distance entre les deux sections, fois U au carré sur 2G. Alors on rappelle que cette expression-là, le 64 sur la valeur ou le terme 64 sur Reynolds, si je trace par exemple le coefficient des pertes de charge F, en fonction de Reynolds, si vous vous rappelez bien, des pertes de charge pour les écoulements laminaires et turbulents, on a le terme 64 sur Reynolds correspond à la partie laminaire qui se situe entre Reynolds est égal à 0 et à peu près Reynolds autour de 2300. Au-delà de cette valeur-là, le coefficient de perte de charge qui correspond à l'écoulement turbulent, il dépend de la rugosité de la paroi. Il dépend en plus de la valeur de Reynolds, il dépend de la rugosité de la paroi, la rugosité relative, c'est-à-dire epsilon sur D, avec epsilon, c'est la rugosité, et D sur le diamètre de la conduite. Pour l'écoulement laminaire, cette droite correspond à 64 sur Reynolds. Cependant, pour l'écoulement turbulent, le coefficient F est déterminé expérimentalement. Il n'y a aucune formule, aucune méthode analytique directe
qui permet de donner ou déterminer la valeur de F pour un écoulement turbulent. Alors, sur ce, je termine cette présentation, cette vidéo, et j'espère bien vous rencontrer lors de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie.